Carl Jung considérait la solitude comme un aspect profond et paradoxal de l'expérience humaine. Pour lui, ce n'était pas simplement l'absence d'autrui, mais un isolement plus profond qui surgit lorsque l'on peine à communiquer ce qui compte vraiment pour nous, ou à exprimer des idées que les autres ne peuvent accepter. Si l'on parvient à accueillir cette forme de solitude, cela peut conduire à des moments de croissance intérieure significative et de transformation. La vie de Jung lui-même reflétait cette compréhension. Dès son plus jeune âge, il a ressenti la solitude, façonnée par sa sensibilité et son introspection. Son processus créatif nécessitait souvent de l'isolement, comme lorsqu'il passait du temps dans sa retraite au bord du lac, où il explorait l'inconscient. Ces périodes solitaires, bien que douloureuses, sont devenues essentielles à son exploration de la psyché et à son cheminement vers l'individuation. Jung voyait la solitude comme une épreuve nécessaire pour ceux qui ont la tâche de comprendre et d'intégrer des aspects plus profonds de la psyché. Elle est à la fois un fardeau et un cadeau, poussant les individus à affronter leur singularité et leurs profondeurs intérieures. Dans son travail thérapeutique, Jung encourageait une vision constructive de la solitude. Il croyait qu'elle pouvait révéler des déséquilibres sous-jacents, comme la négligence de certaines parties de la psyché telles que notre ombre, l'anima ou l'animus, et que supporter sa douleur pouvait mener à la guérison et à la découverte de soi. Elle peut conduire à une relation authentique avec notre monde intérieur. Plutôt que de pathologiser la solitude, il la présentait comme une étape vers la plénitude, un état où l'individu peut intégrer le conscient et l'inconscient. Jung a également lié les sentiments modernes d'isolement à la perte de symboles vivants partagés, qui autrefois fournissaient sens et connexion à la réalité archétypale, à laquelle nous sommes toujours liés, consciemment ou non. Il a incité les individus à embrasser la quête de symboles résonnant avec leur réalité intérieure, souvent trouvée dans les rêves, cette création infinie de l'inconscient. En ce sens, la solitude devient non pas une fin en soi, mais une porte vers une manière d'être plus profonde et plus chargée de sens. Elle peut offrir une occasion de se connecter aux aspects les plus profonds de notre psyché et de l'inconscient collectif supérieur. Voici Jung, à propos de son parcours avec la solitude, dans ses propres mots. La différence entre la plupart des gens et moi, c'est que pour moi, les murs de séparation sont transparents. C'est ma particularité. Les autres trouvent ces murs si opaques qu'ils ne voient rien derrière eux, et par conséquent, pensent qu'il n'y a rien. Dans une certaine mesure, je perçois les processus qui se déroulent en arrière-plan, et cela me procure une certitude intérieure. Les personnes qui ne voient rien n'ont pas de certitude et ne peuvent tirer de conclusions, ou ne leur font pas confiance même lorsqu'elles en tirent. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à percevoir le flux de la vie, probablement l'inconscient lui-même, ou peut-être mes rêves d'enfance. Ils ont déterminé ma trajectoire dès le départ. La connaissance des processus en arrière-plan a très tôt façonné ma relation au monde. Essentiellement, cette relation était la même dans mon enfance qu'elle l'est aujourd'hui. Enfant, je me sentais seul, et je le suis toujours, car je sais des choses et dois insinuer des choses que les autres apparemment ne connaissent pas et, pour la plupart, ne veulent pas connaître. La solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de gens autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer des choses qui semblent importantes pour soi, ou du fait d'adhérer à certaines opinions que les autres jugent inacceptables. La solitude a commencé par les expériences de mes rêves d'enfance et a atteint son apogée à l'époque où je travaillais sur l'inconscient. Si un homme en sait plus que les autres, il devient solitaire. Mais la solitude n'est pas nécessairement opposée à la camaraderie, car personne n'est plus sensible à la camaraderie que l'homme solitaire. Et cette camaraderie ne prospère que lorsque chaque individu se souvient de son individualité et ne s'identifie pas aux autres. Il est important d'avoir un secret, une prémonition de choses inconnues. Cela remplit la vie de quelque chose d'impersonnel, un numinosum. Un homme qui n'a jamais expérimenté cela a manqué quelque chose d'important. Il doit ressentir qu'il vit dans un monde qui, à certains égards, est mystérieux. Des choses se produisent et peuvent être vécues qui restent inexplicables. Tout ce qui arrive ne peut pas être anticipé. L'inattendu et l'incroyable font partie de ce monde. Ce n'est que dans ces conditions que la vie est entière. Pour moi, le monde a toujours été infini et inapprochable. Dans le domaine des relations sociales ou nationales, l'état de souffrance peut être une guerre civile, et cet état doit être guéri par la vertu chrétienne du pardon envers ceux qui nous haïssent.
Ce que nous essayons, avec la conviction de bons chrétiens, d'appliquer aux situations extérieures, nous devons aussi l'appliquer à l'état intérieur dans le traitement de la névrose. C'est pourquoi l'homme moderne a assez entendu parler de culpabilité et de péché. Il est profondément tourmenté par sa propre mauvaise conscience et souhaite plutôt apprendre comment se réconcilier avec sa propre nature. Comment il peut aimer l'ennemi qui est en lui et considérer le loup comme son frère. L'homme moderne, de plus, n'est pas pressé de savoir comment il peut imiter le Christ, mais plutôt comment il peut vivre sa propre vie individuelle, aussi pauvre et peu intéressante soit-elle. C'est parce que toute forme d'imitation lui paraît mortifiante et stérile, qu'il se rebelle contre la force de la tradition qui voudrait le maintenir sur des chemins bien tracés. Tous ces chemins pour lui mènent dans la mauvaise direction. Il ne le sait peut-être pas, mais il agit comme si sa propre vie individuelle était instinctivement animée par la volonté de Dieu qui doit, à tout prix, être réalisée. C'est la source de son égoïsme, qui est l'un des mots les plus tangibles de l'état névrotique. Mais la personne qui lui dit qu'il est trop égoïste a perdu sa confiance, et à juste titre, car cette personne l'a encore plus enfoncé dans sa névrose. Si je souhaite guérir mes patients, je suis forcé de reconnaître la profonde signification de leur égoïsme. Je devrais être aveugle, en effet, si je ne reconnaissais pas en lui la véritable volonté de Dieu. Je dois même aider le patient à s'affirmer dans son égoïsme. S'il y parvient, il s'éloigne des autres. Il les repousse et il se retrouve, comme il le devrait, car il cherchait à lui ravir son égoïsme sacré. Cela doit lui être laissé, car c'est sa puissance la plus forte et la plus saine. C'est, comme je l'ai dit, une véritable volonté de Dieu, qui parfois le pousse à une complète isolation. Aussi misérable que cet état puisse être, il lui est également profitable, car c'est seulement ainsi qu'il peut se mesurer et apprendre combien l'amour de ses semblables est un trésor inestimable. De plus, c'est seulement dans un état d'abandon complet et de solitude que nous expérimentons les forces aidantes de notre propre nature. La conséquence de ma résolution et de mon engagement dans des choses que ni moi ni personne d'autre ne pouvait comprendre fut une solitude extrême. Je portais en moi des pensées dont je ne pouvais parler à personne. Elles n'auraient été que mal comprises. Je ressentais le gouffre entre le monde extérieur et le monde intérieur des images dans sa forme la plus douloureuse. Je ne pouvais pas encore voir cette interaction entre les deux mondes que je comprends maintenant. Je n'ai vu qu'une contradiction irréconciliable entre l'interne et l'externe. Cependant, il m'était clair dès le départ que je ne pourrais entrer en contact avec le monde extérieur et avec les gens que si je réussissais à montrer, et cela exigerait un effort des plus intenses, que le contenu de l'expérience psychique est réel. Il est réel non seulement en tant qu'expérience personnelle, mais aussi en tant qu'expérience collective partagée par d'autres. Plus tard, j'ai essayé de le démontrer dans mon travail scientifique, et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour transmettre à mes proches une nouvelle manière de voir les choses. Je savais que si je n'y parvenais pas, je serais condamné à un isolement absolu. Ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale que j'ai commencé à émerger peu à peu de l'obscurité. Deux événements y ont contribué. Le premier fut la rupture avec la femme qui était déterminée à me convaincre que mes fantasmes avaient une valeur artistique. Le second et principal événement fut que j'ai commencé à comprendre les dessins de mandalas. Cela s'est produit en 1918-1919. J'avais peint le premier mandala en 1916, après avoir écrit les Septem Sermons. Naturellement, je ne l'avais alors pas compris. En 1918-1919, j'étais au château d'Eux en tant que commandant de la région anglaise des internés de guerre. Pendant que j'y étais, je dessinais chaque matin dans un carnet un petit dessin circulaire, un mandala qui semblait correspondre à ma situation intérieure à l'époque. Grâce à ces dessins, je pouvais observer mes transformations psychiques jour après jour. Un jour, par exemple, j'ai reçu une lettre de cette dame esthétique dans laquelle elle soutenait encore obstinément que les fantasmes issus de mon inconscient avaient une valeur artistique et devaient être considérés comme de l'artiste. Cette lettre m'a agacé, elle n'était pas stupide, et donc dangereusement persuasive. Après tout, l'artiste moderne cherche à créer de l'art à partir de l'inconscient. L'utilitarisme et l'importance personnelle dissimulée derrière cette thèse ont touché un doute en moi, une incertitude, quant à savoir si les fantasmes que je produisais étaient vraiment spontanés et naturels, et n'étaient pas en fin de compte mes propres inventions arbitraires.
Je n'étais certainement pas exempt de la bigoterie et de l'orgueil de la conscience, qui veulent croire que toute inspiration, un tant soit peu valable, vient de soi-même, tandis que les réactions inférieures arrivent simplement par hasard, ou même proviennent de sources étrangères. De cette irritation et de cette disharmonie en moi-même est né, le lendemain, un mandala différent. Une partie de la périphérie avait éclaté et la symétrie était brisée. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai véritablement découvert ce qu'est un mandala. Formation, transformation, la recréation éternelle de l'esprit éternel. Et c'est le soi, l'intégralité de la personnalité, qui, si tout va bien, est harmonieuse, mais ne peut tolérer les illusions du moi. Mes mandalas étaient des cryptogrammes concernant l'état du soi, qui m'étaient présentés à nouveau chaque jour. En eux, je voyais le soi, c'est-à-dire mon être tout entier, activement à l'œuvre. Certes, au début, je ne pouvais que les interpréter différemment, mais ils me semblaient d'une importance capitale, et je les protégeais comme des perles précieuses. J'avais la ferme conviction qu'ils représentaient quelque chose d'essentiel. Et avec le temps, à travers eux, j'ai acquis une conception vivante du soi. Je pensais que le soi était comme la monade que je suis. Et qui est mon monde? Le mandala représente cette monade et correspond à la nature microcosmique de la psyché. Je ne sais plus combien de mandalas j'ai dessinés à cette époque. Il y en avait beaucoup. Pendant que je travaillais dessus, la question revenait sans cesse. Où mène ce processus? Quel est son but? De mon propre vécu, je savais maintenant que je ne pouvais pas me permettre de choisir un but qui me semblerait digne de confiance. Il m'avait été prouvé que je devais renoncer à l'idée de la position supérieure de l'ego. Après tout, j'avais été durement stoppé lorsque j'avais tenté de la garder en l'air. Je voulais poursuivre l'analyse scientifique des mythes que j'avais commencé dans Symbole de transformation. C'était encore mon objectif, mais je ne devais pas y penser. J'étais obligé de traverser ce processus issu de l'inconscient. Je devais me laisser porter par le courant, sans aucune idée d'où il me conduirait. Cependant, lorsque j'ai commencé à dessiner les mandalas, j'ai vu que tous les chemins que j'avais suivis, toutes les étapes que j'avais franchies, me ramenaient à un seul point, à savoir au point central. Il devenait de plus en plus clair pour moi que le mandala est le centre. C'est l'expression de tous les chemins. C'est le chemin vers le centre, vers l'individuation. Durant ces années, entre 1918 et 1920, j'ai commencé à comprendre que le but du développement psychique est le soi. Il n'y a pas d'évolution linéaire. Il n'y a qu'une circumambulation du soi. Le développement uniforme n'existe, au mieux, qu'au début. Par la suite, tout converge vers le centre. Cette prise de conscience m'a apporté une stabilité, et peu à peu, ma paix intérieure est revenue. Je savais qu'en trouvant le mandala comme expression de moi-même, j'avais atteint ce qui, pour moi, représentait l'ultime. Peut-être que quelqu'un d'autre en sait plus, mais pas moi. Quelques années plus tard, en 1927, j'ai obtenu la confirmation de mes idées sur le centre et le soi à travers un rêve. J'en ai représenté l'essence dans un mandala que j'ai intitulé « Fenêtre sur l'éternité ». L'image est reproduite dans le secret de la fleur d'or figue. 3. Un an plus tard, j'ai peint une deuxième image, également un mandala, avec un château doré au centre. Une fois terminé, je me suis demandé pourquoi cela semble-t-il si chinois. J'étais impressionné par la forme et le choix des couleurs qui me paraissaient chinois, bien qu'il n'y ait rien d'extérieurement chinois dans ce tableau. Pourtant, c'est ainsi que cela me touchait. C'était une étrange coïncidence que peu après, je reçoive une lettre de Richard Wilhelm, contenant le manuscrit d'un traité taoïste alchimique, intitulé « Le secret de la fleur d'or », avec une demande que j'en écrive un commentaire. J'ai dévoré le manuscrit immédiatement, car le texte m'avait offert une confirmation inattendue de mes idées sur le mandala et la circumambulation du sang. Ce fut le premier événement qui brisa mon isolement. J'ai alors pris conscience d'une affinité. Je pouvais établir des liens avec quelque chose et quelqu'un. Il n'y a pas de meilleur moyen de renforcer le précieux sentiment d'individualité que de posséder un secret que l'on s'engage à protéger. Au début des structures sociales, on voit apparaître le désir d'organisation secrète. Quand il n'existe véritablement aucun secret, des mystères sont inventés ou fabriqués, auxquels seuls des initiés privilégiés ont accès. Ce fut le cas des Rosicruciens et de bien d'autres sociétés. Parmi ces pseudo-secrets, il existe, ironiquement, de vrais secrets dont les initiés sont totalement inconscients, comme par exemple, dans ces sociétés qui ont principalement puisé leurs secrets dans la tradition alchimique. Le besoin d'une confidentialité affichée
est d'une importance capitale à l'échelle primitive, car le secret partagé sert de ciment, unissant la tribu. Les secrets au niveau tribal compensent utilement le manque de cohésion de la personnalité individuelle, qui retombe constamment dans l'identité inconsciente originelle avec les autres membres du groupe. L'atteinte du but humain. Un individu conscient de sa propre nature particulière devient ainsi un long processus éducatif, presque désespéré. Car même les individus dont l'initiation à certains secrets les a marqués d'une manière ou d'une autre obéissent fondamentalement aux lois de l'identité de groupe, bien que pour eux, le groupe soit une entité socialement différenciée. La société secrète représente une étape intermédiaire sur le chemin de l'individuation. L'individu s'appuie encore sur une organisation collective pour effectuer sa différenciation, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore reconnu qu'il lui incombe réellement de se différencier des autres et de se tenir sur ses propres pieds. Toutes les identités collectives, telles que l'appartenance à des organisations, le soutien à des ismes, etc., interfèrent avec l'accomplissement de cette tâche. Ces identités collectives sont des béquilles pour les boiteux, des boucliers pour les timides, des lits pour les paresseux, des crèches pour les irresponsables. Mais elles sont également des refuges pour les pauvres et les faibles, un port d'attache pour les naufragés, le sein d'une famille pour les orphelins, une terre promise pour les vagabonds désillusionnés et les pèlerins fatigués, un troupeau et un enclos sûr pour les moutons égarés, et une mère, fournissant nourriture et croissance. Néanmoins, il peut arriver que, pour des raisons suffisantes, un homme sente qu'il doit s'engager sur ses propres pieds le long du chemin vers des horizons plus vastes. Il se peut que parmi tous les habits, formes, modes et manières de vivre qui lui sont offerts, il ne trouve pas ce qui lui est particulièrement nécessaire. Il partira alors seul et sera sa propre compagnie. Il sera son propre groupe, composé d'une variété d'opinions et de tendances, qui ne doivent pas nécessairement aller dans la même direction. En fait, il sera en désaccord avec lui-même et aura beaucoup de difficultés à unir sa propre multiplicité en vue d'une action commune. Même s'il est extérieurement protégé par les formes sociales de l'étape intermédiaire, il n'aura aucune défense contre sa multiplicité intérieure. La division en lui-même pourrait le conduire à abandonner, à sombrer dans l'identité avec son environnement. Comme l'initié d'une société secrète, qui s'est libéré de la collectivité indifférenciée, l'individu sur son chemin solitaire a besoin d'un secret, qu'il ne peut pas ou ne veut pas révéler pour diverses raisons. Ce secret renforce son isolement dans la poursuite de ses objectifs personnels. Beaucoup d'individus ne supportent pas cet isolement. Ce sont les névrosés qui, nécessairement, jouent à cache-cache avec les autres ainsi qu'avec eux-mêmes, sans réussir à prendre le jeu vraiment au sérieux. En règle générale, ils finissent par abandonner leur but individuel au profit de leur désir de conformité collective, un processus que toutes les opinions, croyances et idéaux de leur environnement encouragent. De plus, aucun argument rationnel ne l'emporte contre la pression ambiante. Seul un secret que l'individu ne peut trahir, un secret qu'il craint de révéler ou qu'il est incapable d'exprimer avec des mots et qui semble donc appartenir à la catégorie des idées folles, peut empêcher la régression autrement inévitable. Le besoin d'un tel secret est, dans bien des cas, si impérieux que l'individu se retrouve engagé dans des idées et des actes dont il n'est plus responsable. Il n'agit ni par caprice, ni par arrogance, mais poussé par une dira necessitas qu'il ne comprend pas lui-même. Cette nécessité s'abat sur lui avec une fatalité sauvage et, peut-être pour la première fois de sa vie, lui montre clairement l'existence de quelque chose d'étranger et de plus puissant que lui dans son propre domaine personnel, là où il croyait être le maître. Un exemple frappant est l'histoire de Jacob, qui lutta avec l'ange et en ressortit avec une ange déboîtée, mais qui, grâce à ce combat, empêcha un meurtre. À cette époque bénie, l'histoire de Jacob était crue sans questionner. Un Jacob contemporain, racontant une telle histoire, serait accueilli par des sourires compréhensifs. Il préférerait ne pas parler de telles choses, surtout s'il avait ses propres idées sur la nature du messager de Yahweh. Il se retrouverait donc, bon gré mal gré, en possession d'un secret dont il ne pourrait discuter et deviendrait un déviant aux yeux de la collectivité. Naturellement, sa retenue mentale finirait par se révéler, à moins qu'il ne réussisse à jouer l'hypocrite toute sa vie. Mais quiconque tente de faire les deux, s'adapter à son groupe tout en poursuivant son objectif personnel, deviendra névrosé. Notre Jacob moderne se cacherait à lui-même,
que l'ange était après tout le plus fort des deux, car il l'était assurément, puisqu'aucune plainte n'a jamais été formulée, disant que l'ange, lui aussi, était resté boitant. Peu après mes 6 ans, mon père a commencé à me donner des cours de latin, et je suis également allé à l'école. L'école ne me dérangeait pas. C'était facile pour moi, car j'étais toujours en avance sur les autres, et j'avais appris à lire avant d'y aller. Cependant, je me souviens d'une époque où je ne savais pas encore lire, mais que je suppliais ma mère de me lire à voix haute. L'Orbi Pictus, un vieux livre d'images pour enfants, richement illustré, qui contenait un récit sur des religions exotiques, notamment celle des hindous. Il y avait des images de Brahma, Vishnu et Shiva, qui représentaient pour moi une source d'intérêt inépuisable. Ma mère m'a dit plus tard que je revenais toujours sur ces images. Chaque fois que je le faisais, j'éprouvais une sensation obscure d'affinité avec ma révélation originale, que je n'avais jamais confiée à personne. C'était un secret que je devais garder à tout prix. Indirectement, ma mère confirmait ce sentiment, car le léger ton de mépris avec lequel elle parlait des païens ne m'a pas échappé. Je savais qu'elle rejetterait ma révélation avec horreur, et je ne voulais pas m'exposer à une telle blessure. Ce comportement peu enfantin était lié, d'une part, à une sensibilité intense et une grande vulnérabilité, d'autre part, et surtout, à la solitude de ma jeunesse précoce. Ma sœur est née 9 ans après moi. Je jouais seul, à ma manière. Hélas, je ne me souviens pas de ce que je jouais. Je me rappelle seulement que je ne voulais pas être dérangé. J'étais profondément absorbé dans mes jeux et je ne supportais pas d'être observé ou jugé pendant que je jouais. Mon premier souvenir concret de jeu remonte à ma 7e ou 8e année. J'étais passionné par les briques et je construisais des tours que je détruisais ensuite avec enthousiasme en provoquant un tremblement de terre. Entre mes 8 et 11 ans, je dessinais sans cesse des images de batailles, de sièges, de bombardements, de combats navals. Puis, j'ai rempli un cahier entier avec des taches d'encre auxquelles je m'amusais à donner des interprétations fantastiques. Une des raisons pour lesquelles j'aimais l'école était que j'y trouvais enfin les camarades de jeu qui m'avaient tant manqué. Au fond de moi, je savais toujours que j'étais 2 personnes. Un était le fils de mes parents qui allait à l'école et était moins intelligent, attentif, travailleur, digne et propre que beaucoup d'autres garçons. L'autre était adulte, en fait, vieux, sceptique, méfiant, éloigné du monde des hommes, mais proche de la nature, de la terre, du soleil, de la lune, du temps, de toutes les créatures vivantes et, surtout, proche de la nuit, des rêves et de ce que Dieu travaillait directement en lui. Je mets Dieu entre guillemets ici, car la nature semblait, tout comme moi, avoir été mise de côté par Dieu en tant que non divine, bien qu'ayant été créée par lui comme une expression de lui-même. Rien ne pouvait me persuader que, à l'image de Dieu, s'appliquait uniquement à l'homme. En fait, il me semblait que les hautes montagnes, les rivières, les lacs, les arbres, les fleurs et les animaux illustraient bien mieux l'essence de Dieu que les hommes avec leurs vêtements ridicules, leur mesquinerie, leur vanité, leurs mensonges et leur odieux égoïsme, toutes des qualités que je connaissais trop bien de moi-même, c'est-à-dire de la personnalité N1, le collégien de 1890. En dehors de son monde, il existait un autre royaume, comme un temple où quiconque entrait était transformé et soudain submergé par une vision de tout le cosmos, au point qu'il ne pouvait qu'admirer et s'émerveiller, oubliant de lui-même. Ici vivait l'autre, qui connaissait Dieu comme un secret caché personnel et en même temps suprapersonnel. Ici, rien ne séparait l'homme de Dieu. En effet, il semblait que l'esprit humain contemplait la création en même temps que Dieu. Ce que je suis en train d'exposer, phrase par phrase, est quelque chose dont je n'étais alors pas conscient de manière articulée, bien que je le ressentais avec une prémonition et une intensité de sentiments écrasants. Parfois, je savais que j'étais digne de moi-même, que j'étais mon vrai moi. Dès que j'étais seul, je pouvais passer dans cet état. Je cherchais donc la paix et la solitude de cette autre personnalité N2. Le jeu et le contre-jeu entre les personnalités N1 et N2 qui a traversé toute ma vie n'ont rien à voir avec une scission ou une dissociation au sens médical ordinaire. Au contraire, cela se joue en chaque individu. Dans ma vie,
N2 a été d'une importance primordiale, et j'ai toujours essayé de faire place à tout ce qui voulait venir à moi de l'intérieur. Il est une figure typique, mais il n'est perçu que par très peu de personnes. La compréhension consciente de la plupart des gens n'est pas suffisante pour réaliser qu'il est aussi ce qu'ils sont.